Oui, dans l'axe être un avitailleur fiable, vous avez indiqué que EDF ne voulait pas se contenter de fournir de l'électricité, mais également de mettre en place des infrastructures de recharge. Mais dans ce cas-là, premièrement, est-ce qu'on est les seuls acteurs du marché à proposer ça, ou est-ce qu'il y a déjà une compétition? Parce qu'il y a certainement un besoin fortement exprimé. Est-ce que les pouvoirs publics vont nous aider? Comment se passe le financement? Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bon, alors déjà, un point qui doit être très clair, c'est que dans ce cadre-là, on est dans un domaine entièrement concurrentiel. Et bien entendu, qu'on n'est pas les seuls à faire ça. Vous avez toute une série d'opérateurs qui aujourd'hui interviennent dans le domaine de la recharge, soit pour fournir des bornes, soit pour exploiter des bornes, soit pour les superviser, soit pour assurer l'accès aux bornes à travers des badges. Donc EDF est un intervenant au milieu d'autres. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on ne fabrique pas de bornes de charge. Autrement dit, quand on installe des infrastructures de charge, et qu'il s'agit de bornes, prenons l'exemple des bornes rapides de corridor, ces bornes n'ont pas été ni conçues ni fabriquées par EDF. Par contre, c'est EDF qui les exploite, c'est EDF qui les supervise. Quand je dis EDF, en réalité, c'est notre filiale Sonetrel, enfin c'est le groupe EDF, qui les supervise, qui assure leur accès à travers un badge, qui facture le service. Mais là encore, en matière de réseau de charge rapide, on n'est pas les seuls. Apparaissent à l'heure actuelle en Europe toute une série de réseaux de charge rapide et même de charge ultra rapide. Quand on dit rapide, c'est la puissance, c'est 50 kW. Quand on dit ultra rapide, c'est entre 150 et 350 kW. Pour l'instant, c'est au stade expérimental. Il est possible que ça soit amené à se développer dans les années qui viennent. Est-ce que ça répond à votre question? Alors maintenant, vous pouvez vous demander si on gagne de l'argent pour ça. Alors, bon, là, je ne peux pas vous répondre. On est dans le domaine confidentiel. On va même dire qu'aujourd'hui, dans le domaine des services de mobilité, très peu, j'ai bien dit aujourd'hui, très peu dégagent des marges positives. Ils espèrent bien en dégager dans les années qui viennent. J'ai une question sur le F dans EDF, c'est la France, mais on est dans l'Europe. Et EDF est quand même active aussi ailleurs qu'en France, en Europe. Quelle est l'attitude de pousser vers une normalisation européenne pour qu'il y ait une cohérence sur la mobilité électrique dans l'Europe? On fait des voyages dans d'autres pays avec des voitures électriques. Est-ce qu'il y a quelque chose où EDF est active au niveau européen? Il est clair que toutes nos actions s'inscrivent dans un cadre européen. Quand j'ai parlé de lobbying, le gros de notre lobbying est fait en France auprès des autorités françaises, mais on en fait également en Europe. On suit ce que fait l'ADER dans le cadre d'une association européenne qui est l'ADER Europe. Par ailleurs, le groupe EDF, comme vous l'avez dit vous-même, est présent en Europe, en dehors de la France. Et cette stratégie-là, elle est applicable non seulement à la France, mais au Royaume-Uni, à la Belgique et à l'Italie, qui sont 3 pays d'Europe dans lesquels on est très présent. On n'écarte pas de la déployer ailleurs encore. Voilà. Oui, à moi. Faire une offre spécifique pour le véhicule électrique, je trouve que c'est bien. Vert électrique auto. Pourquoi on s'est cru obligé de mettre vert? Vert électrique auto? Pourquoi on a mis vert? On a mis vert parce que c'est constitué entièrement d'énergie renouvelable. Et pourquoi? Pourquoi? Pour avoir... Pardon? Alors, je ne suis pas ici pour parler de l'énergie nucléaire, mais il y a une demande. On est obligé de faire avec l'air du temps. Et l'air du temps, c'est quoi? L'air du temps, c'est de dire que le nucléaire, malheureusement, n'est pas une énergie propre à cause du problème des déchets.
Il est clair qu'en matière d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution, le nucléaire présente tous les avantages. Il y a cette question des déchets. Donc face à une opinion publique qui de plus en plus parle d'énergie propre et renouvelable, en comprenant exclusivement dans ce cadre l'hydraulique, qui est la principale énergie renouvelable française, l'éolien et le photovoltaïque, ou le solaire, mais effectivement, le tarif vert électrique auto, comme nos autres, c'est pas la seule offre verte d'informer de tarif, ne comprend pas d'énergie nucléaire. Enfin, moi, je pense que c'est une erreur grave, parce qu'en faisant ça, on entretient cette illusion du 100% renouvelable, etc. Je pense qu'il faut assumer les risques et les inconvénients et les expliquer comment on les maîtrise, ce qu'on a l'intention de faire, etc. Et je pense que c'est une erreur, enfin je me permets de le dire, je viens d'EDF. C'est une erreur de la part d'EDF de se retrancher et d'aller dans le camp de ceux qui vendent ce truc et qui nient. Il ne faut pas nier la question des déchets et des autres. Il faut juste en parler, les expliquer, les mettre sur la table, donner les arguments, expliquer et arrêter d'entretenir cette espèce d'illusion, je trouve. Et je trouve que c'est dommage que EDF aille dans cette voie-là. Mais je l'avais déjà dit quand j'étais allé. On peut être d'accord avec vous, mais là vous êtes hors sujet. On est là pour parler de la mobilité électrique, on n'est pas là pour parler du nucléaire. Même s'il n'y a rien, personnellement, il n'y a rien qui me choque dans ce que vous dites. Mais ce n'est pas le sujet. Bon, je vais revenir dans le sujet. Je voudrais vous interroger sur le smart charging, parce que ce matin, votre collègue d'Enedis a fait aussi l'apologie du pilotage de la recharge, en disant que c'était quelque chose de gagnant sur tous les tableaux. Mais ma question est de savoir qui doit être le pilote. Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des intérêts qui ne sont pas forcément convergents. Dans cette affaire, il y a le fournisseur, il y a le réseau, et puis il y a aussi le consommateur qui peut être producteur. Alors comment tout ça va s'organiser? Est-ce qu'il sera le pilote? À qui va-t-on confier finalement la responsabilité de piloter les stations de recharge, en fonction de quels critères finalement, qui devrait être l'intérêt général, mais comment être sûr qu'il sera respecté? Donc comment vous voyez les choses? D'autant plus qu'il ne s'agit pas seulement de piloter les bornes, il faut aussi piloter tout ce qui va être connecté, les réfrigérateurs, les machines à laver, etc. Alors, cette question-là, là vous êtes en effet entièrement dans le sujet. Bon, et vous posez toute une série de bonnes questions. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de réponse claire à ces questions-là. Il est clair qu'on se les pose. Bon, si on arrive à faire un pilotage, et on arrivera, on le fait déjà au stade expérimental, si on fait un pilotage intelligent de la charge des véhicules électriques, on dégage une sorte de rente. Il est clair que cette rente, on devra la répartir entre l'usager lui-même, parce qu'il ne va pas accepter des contraintes sans contrepartie, entre le fournisseur d'énergie et entre le distributeur. Et savoir comment on va la répartir, c'est le point d'interrogation aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est ce qu'on essaye déjà de faire. Vous voyez, ce qu'on essaye déjà de faire aujourd'hui, et qui n'est pas simple, c'est de savoir quel va être le montant de cette rente. Vous voyez, ça va rapporter combien à l'ensemble des trois parties prenantes. Aujourd'hui, avec le système électrique français tel qu'il est, à cause du nucléaire, le gain apporté par une optimisation du placement de la recharge, au stade actuel, tant qu'on n'a pas un nombre important de véhicules, le gain est très faible, quasi nul. On a peut-être on a en gros en France 180 000 véhicules électriques en circulation aujourd'hui. Si vous regardez leur consommation, il n'y a pas d'intérêt pratiquement à ce qu'on pilote intelligemment la charge. Quand on en aura 5 millions, j'ai dit 5 millions, c'est horizon 2030, d'après les études, là c'est autre chose. Et vous, encore une fois, votre question est excellente, mais je suis désolé de ne pas avoir de réponse précise.
Bien, moi j'ai une petite question économique justement et je vais faire une proposition à EDF. Pourquoi EDF? Prendre note avec intérêt. Comment? Je dis, je vais en prendre note avec intérêt. D'accord. Vous allez voir, pourquoi EDF ne mettrait pas des bornes électriques le long de la frontière allemande, ce qui ferait que les Allemands viendraient se recharger leur voiture électrique en France, ils paieraient moins cher leur électricité, hein, et puis en plus ils feraient une bonne action parce que comme ça, ils émettraient moins de gaz à effet de serre. Pourquoi pas? Je vais faire part de votre remarque au niveau de l'EDF qui convient. Bon, il faut savoir, non mais plus sérieusement, qu'on a eu avec les Allemands dans le passé, on a conduit une expérience de recharge transfrontalière, où effectivement, dans les années 2012-2013, un véhicule français pouvait aller se recharger en Allemagne, et un véhicule allemand pouvait aller se recharger en France. J'ai moi-même essayé de recharger des deux côtés, avec un véhicule, la Zoé venait de sortir, j'ai fait 520 ou 530 km dans ma journée, en passant de l'Allemagne et de France, et ça fonctionnait. Bon, les Allemands sont actifs en matière de mobilité électrique. Ils sont d'autant plus actifs que leurs constructeurs automobiles ont un niveau d'émission de CO2 vu leur gamme de véhicules plus élevé que la France. Et comme vous le savez, les constructeurs automobiles seront astreints à partir de 2020 d'avoir une norme d'émission de CO2 de 95 grammes au kilomètre. Donc ils en sont loin. Donc développer la mobilité électrique, pour eux, c'est un moyen de se rapprocher de ce 95 grammes. Alors, quant au mix allemand, j'en profite, vous voyez, je profite de votre question pour donner quelques éléments sur l'Allemagne. Le mix allemand, aujourd'hui, il est beaucoup plus carboné que le mix français. Le mix français, en équivalent grammes de CO2 au kilomètre, on est entre 12 et 15 grammes. Je l'ai dit, la norme 2020 pour les véhicules thermiques, c'est 95 grammes, et encore dans ce 95 grammes, il n'y a pas du puits à la roue. C'est du réservoir à la roue. Si vous rajoutez du puits à la roue, il faut rajouter 15 grammes. Donc si on veut comparer avec le 12 grammes, c'est 110 grammes. C'est pas 95, c'est 110. Bon, ben les Allemands, compte tenu de leur mix carboné, le charbon, ils sont à 110 à peu près. C'est-à-dire qu'un véhicule électrique en Allemagne, il respecte potentiellement la future norme des 95 grammes. L'Europe à 27, elle est aux 2 tiers de la norme. Et la France, bon, elle est particulièrement bien placée puisqu'elle a 12 à 15 grammes. Vous voyez, 12 à 15 grammes la France, la moyenne européenne dans les 60-65 grammes, et l'Allemagne, 110. C'est pour ça qu'il vous manque l'électricité verte et nucléaire. Oui. Le nucléaire. Je vous laisse la responsabilité de votre qualificatif sur le nucléaire. Alors si vous voulez, maintenant j'ai le micro, je voudrais faire simplement un commentaire très bref, qui est peut-être en dehors du sujet, mais je crois que je vais faire quand même. Quand on parle de propreté, à savoir le climat, c'est toute action qui vise à diminuer la production de CO2. Or, les déchets nucléaires, comme chacun le sait, ne produisent pas de CO2. Donc, c'est pour ça que l'énergie nucléaire est propre. C'est tout. Écoutez, je vous laisse J'ai dit que je n'étais pas ici pour parler du nucléaire, donc je ne réagirai pas à ce que vous dites là. Mais je vous laisse la responsabilité de cette affirmation. Factuellement, c'est vrai, un déchet nucléaire, à ma connaissance, n'est pas de CO2. Il est d'autre chose. S'il vous plaît, la question de la compatibilité des différents systèmes de bornes de recharge, etc., a été évoquée à plusieurs reprises quand on circule à l'étranger. Pour un utilisateur de véhicules électriques, la première question pratique qui se pose quand on cherche une borne de recharge, c'est où la trouver, quel badge me permet d'ouvrir la trappe, d'accéder au câble, et
est-ce que le badge me permet de payer? Est-ce que la recharge est payante? Il y a des cas où elle est gratuite, etc. C'est une jungle, ce système, aujourd'hui. C'est une vraie difficulté qui, moi, en tant qu'utilisateur, m'incite vraiment à recharger le plus souvent possible chez moi, où j'ai évidemment installé une borne. Mais on ne peut pas raisonner comme ça, c'est pas possible. Il faut résoudre ce problème. Est-ce que EDF a travaillé là-dessus? Est-ce que vous imaginez des solutions? Un système de badge vraiment qui soit universel et qui puisse permettre d'aller sur toutes les bornes. Alors je vous reviens, en tant qu'utilisateur, moi aussi, je vous rejoins tout à fait. Effectivement, c'est pas facile aujourd'hui de pratiquer l'itinérance, c'est-à-dire de se recharger en route, comme on dit en termes aéronautiques. Ceci dit, ça progresse. Ça progresse. Ce qu'on essaye de faire, nous, déjà, bon, j'ai parlé de notre filiale Soletrel. Notre filiale Soletrel est donc exploitant de borne de charge. Elle a un pass que tout client de Soletrel a, avec un badge. Soletrel fait en sorte de nouer des accords avec le plus grand nombre possible de réseaux de bornes, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, avec un badge Soletrel, vous avez accès à 50 000 points de charge en Europe. Même pas rien. Bon, là c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'il existe une structure qui s'appelle GIREF, qui est une sorte de chambre de compensation qui est là pour justement faciliter l'interopérabilité entre les réseaux. En troisième lieu, il y a l'aspect technique. On s'est lancé effectivement, quand on a créé les premiers réseaux de bornes de charge, avec un système de badge RFID et des systèmes